que tu fabriques encore, Fred? J'essaie de fabriquer une pile microbienne pour produire de l'électricité. Une pile microbienne. Oui, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Il paraît qu'en se nourrissant sur la racine de la plante, les petites bactéries qui sont dans la terre peuvent produire des électrons. Et qui dit production d'électrons, dit production d'électricité. Il n'y a plus qu'à récupérer les électrons et hop! Tu crois que ça peut marcher? Je sais pas, j'y connais rien du tout en électricité. Bon, je vois. On va tout reprendre à zéro. L'électricité, c'est quoi? Élodie, s'il te plaît. Pour comprendre, zoomons sur ce fil électrique. Comme tout ce qui nous entoure, il est composé d'atomes. Regardez, un atome, c'est un noyau chargé positivement. Et tout autour, un nuage de particules en mouvement. Ce sont les électrons. Ils sont chargés négativement. Dans les matériaux conducteurs comme ce fil de cuivre, certains électrons sont baladeurs. Ils passent d'un atome à l'autre. On les appelle les électrons libres. Le courant électrique, c'est simplement le déplacement de ces électrons libres dans le matériau conducteur. Alors, comment les faire bouger ces électrons? Eh bien, par exemple, en agitant un aimant le long d'une bobine de fil de cuivre. Le mouvement du champ magnétique de l'aimant induit le mouvement des électrons libres dans le fil de cuivre. Et oui, l'électricité, on peut en trouver partout, dans l'air, dans les nuages, même dans un ballon de baudruche ou encore dans mon pull, tout simplement parce qu'il y a des atomes avec, comme on vient de le voir, des électrons baladeurs, ce que l'on appelle des électrons libres. Maintenant, on va s'amuser un peu. Quand je frotte ce ballon sur mon pull, les électrons libres de mon pull passent sur le ballon. Du coup, mon pull a perdu des électrons. Vous savez, ce sont des charges négatives. Il est donc devenu positif. Mon ballon, quant à lui, a gagné des électrons. Il est devenu négatif. Et voilà le résultat, moins, plus. Ça s'attire. En revanche, lorsque les deux signes sont identiques, par exemple, moins, moins, regardez bien, ça se repousse. C'est ce que l'on appelle l'électricité statique. C'est à cause d'elle que parfois, vous savez, lorsque l'on touche quelqu'un, on ressent une petite décharge électrique. Tiens, on essaye la petite voix? Allez, on essaie. Allez. Aïe, aïe. Tu vois, ça marche. Oui, mais comment on fait pour produire de l'électricité dans une centrale? On utilise des ballons? Ah non, évidemment, pour produire de l'électricité, il faut faire circuler les électrons en permanence. On va demander à Élodie, elle est parfaitement au courant. Dans une centrale électrique, pour produire de l'électricité, on utilise un alternateur. Il est composé d'un gros aimant qui tourne au centre de bobines de cuivre. À chaque variation du champ magnétique, les électrons libres entrent en mouvement et génèrent un courant électrique. Pour faire tourner l'aimant, il faut une turbine reliée à l'axe de l'aimant de l'alternateur. Et il existe plusieurs moyens de faire tourner cette turbine. Dans les centrales thermiques, on chauffe de l'eau grâce à la combustion du gaz, du charbon ou du pétrole. L'eau bouillante crée de la vapeur d'eau sous pression, comme celle qui sort d'une cocotte minute. Cette vapeur d'eau entraîne la turbine qui fait tourner l'aimant, ce qui crée le courant électrique. Dans les centrales nucléaires, c'est pareil. Mais pour produire de la vapeur, on ne brûle pas de gaz, pas de pétrole, ni de charbon. On casse le noyau d'atomes d'uranium en deux. Cette cassure d'atomes, qu'on appelle fission, produit un fort dégagement de chaleur. C'est cette chaleur qu'on utilise pour créer de la vapeur d'eau. Ensuite, c'est le même principe. La vapeur entraîne la turbine, qui entraîne l'aimant, qui produit un courant. Mais le problème, c'est que de l'uranium ou du charbon, il n'y en aura pas toujours. L'uranium, on le trouve dans l'uraninite, un minerai de la croûte terrestre. Mais le stock d'uraninite contenu dans les mines s'épuisera un jour. Pareil avec les ressources d'énergie dites fossiles. Les réserves de charbon, de gaz et de pétrole, qui ont mis plusieurs millions d'années à se constituer, s'épuisent elles aussi. Heureusement, il existe des sources d'énergie renouvelables, comme par exemple l'eau ou le vent. Dans les barrages hydrauliques que l'on construit sur les fleuves et les rivières, l'eau, en chutant, fait tourner une turbine. Pareil avec le vent, il fait tourner les pales de l'éolienne.
La suite de l'histoire est la même. La rotation mécanique entraîne l'alternateur et on obtient un courant électrique. Après, il ne reste plus qu'à le transporter jusqu'à nos habitations, grâce à des lignes électriques. Voilà, donc si on veut se résumer, le courant électrique, c'est une marée d'électrons qui circulent dans un matériau conducteur, par exemple un fil de cuivre, entre une borne négative, chargée en électrons, et une borne positive, qui, elle, a un déficit d'électrons. Ça, c'est le principe de la pile électrique. Autrement dit, pour mettre en mouvement l'électricité, il faut avoir plus de charge électrique d'un côté que de l'autre. Ainsi, l'électricité est obligée de s'écouler d'un bout à l'autre du circuit. C'est clair, la petite voix? Oui, mais moi, je suis toujours perdue entre les volts, les ampères et les watts. C'est quoi la différence? Tu vas voir, c'est simple. Commençons par les volts. Les volts correspondent à ce que l'on appelle la tension électrique. On parle aussi de différence de potentiel entre la borne chargée en électrons et la borne en déficit d'électrons. Plus il y a de volts, plus il y a de tension. Là, par exemple, on a 1,5 volt. On a une tension, disons, faible. Maintenant, si on multiplie par 2 le nombre de volts pour atteindre 3 volts, eh bien, on a 2 fois plus de tension. En fait, on pourrait comparer la tension électrique à la pression de l'eau. Plus la colonne d'eau est haute, plus il y a de pression. Mais pour l'électricité, on parle de tension. Tu as compris? Oui, mais ta pile, elle s'épuise à la fin. Tu as parfaitement raison. Au fur et à mesure de l'utilisation de la pile, l'écoulement des charges électriques va compenser la différence de départ. La tension, c'est-à-dire la différence de potentiel entre les deux bornes, va diminuer petit à petit. Regardez jusqu'au moment où il n'y aura plus de tension. Et quand il n'y a plus de tension, eh bien la pile est morte. Une centrale électrique, c'est une grosse pile alors? Ah non, pas du tout. Dans une centrale électrique, souviens-toi, on utilise un alternateur avec un gros aimant et une bobine. Et ça, eh bien, ça permet de fabriquer de l'électricité en permanence. Ok pour la tension. Et les ampères alors, c'est quoi? Ah, les ampères, ça sert à mesurer ce que l'on appelle l'intensité électrique, c'est-à-dire la quantité d'électrons qui passent à un moment donné dans un fil. Là encore, si l'on veut comparer avec l'eau, c'est l'équivalent du débit. C'est comme si on avait un tuyau d'arrosage plus ou moins gros. Si on a un petit tuyau, on a une petite intensité, un petit débit qui permet d'allumer, eh bien, par exemple, une ampoule. Et si on a un gros tuyau, on a une plus grosse intensité, un plus gros débit pour faire fonctionner, par exemple, un radiateur électrique. Car tous les appareils n'ont pas besoin de la même quantité d'électrons. Par exemple, un demi-ampère pour une ampoule et 10 ampères pour un radiateur. C'est pour ça qu'on fait sauter les fusibles parfois? Exactement. Si on branche trop d'appareils sur un circuit électrique qui ne supporte que 10 ampères, par exemple, eh bien le fusible saute. Et heureusement d'ailleurs, sinon le circuit se mettrait à chauffer et ça pourrait même mettre le feu. D'accord. Et les watts dans tout ça? Ah, les watts, eh bien eux, ils permettent de mesurer ce que l'on appelle la puissance électrique. Et c'est quoi la puissance électrique? Eh bien tout simplement, la tension multipliée par l'intensité. Un exemple, un radiateur électrique qui marche sur du 220 volts et qui a besoin de 10 ampères a une puissance de, c'est très simple, 2200 watts. Et tout cela, c'est important à savoir, non seulement pour lire votre facture d'électricité, mais aussi pour que le réseau électrique national fonctionne parfaitement bien. Regardez. Et justement, me voici au centre de contrôle du réseau électrique français. C'est ici qu'est géré le transport de l'électricité le long des lignes très haute tension, celle à 400 000 volts. Cette tension permet de transporter beaucoup d'électricité sur de longues distances. Puis après, plus on va se rapprocher du consommateur final, on va réduire cette tension et on va passer d'une part sur des nationales à un moment, en 225 000 volts, et après, plus on va se rapprocher des centres de consommation, on passera au départemental, 63 000 volts, et ensuite on passera à la distribution, à partir de 20 000 volts jusqu'à 220 volts. Et 20 000 et 220, c'est les chemins vicinaux, les ruelles, les rues de nos villes et de nos campagnes.
Le problème avec l'électricité, c'est qu'elle ne se stocke pas ou très mal. Ce centre de contrôle assure donc, en temps réel, l'équilibre entre la production et la consommation. Et pour ça, il faut connaître à l'avance quelle sera la consommation électrique des Français. La veille pour le lendemain, on va réaliser une prévision de consommation France, et ensuite on va comparer cette prévision à tous les moyens de production qui seront disponibles pour le lendemain. On va retrouver les centrales nucléaires, on va retrouver des centrales hydrauliques, on va retrouver des centrales thermiques classiques, mais également les énergies renouvelables, le photovoltaïque et l'éolien. Regardez, la courbe en bleu montre la prévision réalisée la veille et la courbe en rouge représente la consommation en temps réel. Bon, pour l'instant, la consommation suit plutôt bien ce qui a été prévu. Mais vous avez remarqué, la consommation varie beaucoup au fur et à mesure de la journée. La prévision de consommation, en fait, est l'exact reflet de la vie socio-économique des Français. Donc on va retrouver un creux dans la nuit, vers 4 h du matin, quand tout le monde dort. C'est le creux de consommation d'électricité. Puis après, à partir de 5h30, 6 h, les Français commencent à se lever. Donc la consommation commence à augmenter pour arriver à une pointe aux alentours de 8 h du matin, qui va rester jusqu'à midi. Après, on aura ce qu'on appelle un creux d'après-midi, un peu moins de consommation l'après-midi. Et si on est en hiver, on aura une vraie pointe du soir très forte à 19 h tous les soirs. Et en été, comme le soleil se couche beaucoup plus tard, il n'y aura pas cet effet appel de consommation par la lumière le soir. Et donc, il n'y a pas de pointe du soir marquée en été. Ok, donc la saison et la météo influencent aussi la consommation. Par exemple, en hiver, les températures sont plus basses. On allume donc plus souvent les radiateurs électriques, ce qui augmente la consommation. Et il vaut mieux être très précis dans la prévision des températures, sinon, gare aux surprises. Un écart de 1 degré de température, eh bien, ça fait 2400 MW de consommation en plus, donc l'équivalent de 2 centrales nucléaires ou l'équivalent de la consommation de Paris. Et en fait, dès qu'on va avoir un aléa sur la consommation, une température plus froide que prévu, un nuage plus noir que prévu, eh bien, en fait, les dispatchers ici vont appeler directement les centrales de production pour leur demander d'augmenter leur production. Et puis, pour assurer l'équilibre entre la production et la consommation, on peut aussi échanger de l'électricité avec les pays voisins à tout moment. Ici, c'est la frontière entre la France, entre RTE et l'Espagne, avec les deux liaisons électriques 400 000 volts entre la France et l'Espagne, et on exporte actuellement 2400 MW vers l'Espagne. C'est bon Fred, tout est sous contrôle. La grande particularité de la France en matière de production d'électricité, c'est le nucléaire. En effet, en 2017, nos centrales nucléaires ont produit 72% de notre électricité. Ça baisse légèrement, mais c'est encore très majoritaire. À la seconde place, ce sont les centrales thermiques. Vous savez, au gaz, au charbon ou au fioul, donc des énergies fossiles qui représentent environ 10%. Ensuite arrivent les énergies renouvelables avec, au premier rang, l'hydraulique, c'est-à-dire les barrages hydroélectriques, 10% de la production totale d'électricité. Et enfin, l'éolien, le solaire et les bioénergies, 8%. Donc en résumé, on a d'un côté 82% d'électricité d'origine nucléaire et fossile, et de l'autre 18% d'électricité d'origine renouvelable. 18%, c'est pas beaucoup. Et non, et il va falloir accélérer la transition énergétique, car l'objectif est de produire beaucoup plus d'énergie renouvelable. Bon vous savez, moi, je vais continuer mon expérience de pile microbienne. On ne sait jamais, ça pourrait servir un jour. Ok, et moi je vais faire le zapping. Très bonne idée. Produire de l'électricité rien qu'avec nos vêtements, ça paraît incroyable. Et pourtant, grâce au Twistron, ce sera peut-être bientôt possible. Comment ? En remplaçant le coton ou la laine de nos affaires par cette fibre textile développée aux États-Unis et en Corée du Sud. Elle est constituée de nanotubes de carbone, des minuscules cylindres 10 000 fois plus petits qu'un cheveu. Quand cette fibre rentre en contact avec une substance conductrice d'électricité, par exemple de l'eau mélangée à du sel, on peut produire de l'énergie simplement en l'étirant ou en la tordant. Résultat, avec ces futurs vêtements, tous nos mouvements généreront de l'électricité. Le simple fait de respirer permettrait d'alimenter un smartphone.
Fini les pannes sèches et plus besoin de batterie de secours ou de chargeur. Il suffira d'enfiler votre t-shirt et de twistronner pour recharger votre précieux. De l'énergie, on en a besoin sur Terre évidemment, mais il en faudra aussi beaucoup pour installer des bases sur la Lune ou Mars. Pour ça, la NASA travaille depuis plusieurs années à la conception d'un mini-réacteur nucléaire répondant au petit nom de Kilopower, capable de produire jusqu'à 10 fois plus d'électricité que les réacteurs actuels qui équipent par exemple le rover Curiosity. Testé pour la première fois en mars 2018 dans le désert du Nevada, Kilopower a fonctionné sans problème pendant 20 heures d'affilée. Un succès qui nécessitera tout de même de nombreux autres tests. L'engin fonctionnant à l'uranium enrichi, les ingénieurs veulent être sûrs qu'il n'y ait aucun risque de fuite radioactive. On pollue déjà suffisamment chez nous, s'agirait pas de contaminer aussi nos amis les Martiens. L'électricité, c'est bien, mais quand on n'en a pas, comment on fait? C'est la question que s'est posée Ilac Diaz, un entrepreneur philippin qui a décidé de distribuer de la lumière en bouteilles. En journée, son système à base de bouteilles en plastique remplies d'eau utilise la réfraction de la lumière pour éclairer une pièce. En y ajoutant une ampoule LED et un petit panneau solaire, son invention produit de la lumière même la nuit grâce à une batterie. Le but est ainsi d'apporter la lumière dans les villages où l'électricité est une denrée rare, en utilisant du matériel bon marché et facile à se procurer. Une lueur d'espoir pour les pays les moins favorisés. Merci, Monsieur Diaz. Alors, tu en es où avec ta pile microbienne? Eh bien, tu vois, j'ai branché mes plantes en série pour produire plus d'électricité et alimenter ma guitare électrique. Bon, je vous dis au revoir maintenant, hein. On sait jamais. T'es vraiment un électron libre, toi. Allez, c'est parti.